sur ces alternatives au traitement pour les enfants et les adultes. Bon, on a deux intervenants supplémentaires là, le docteur Bernard Maton et puis le professeur Sylvain Reims. Le premier est neurochirurgien, le second neurologue et épileptologue à Lyon. Là-dessus, est-ce que vous voulez intervenir l'un ou l'autre pour démarrer? J'espère que l'un et l'autre vont le faire, mais... Mais évoquer les différentes alternatives, il y a deux façons de voir les choses. Soit effectivement on commence par évoquer les alternatives qui pourraient apporter et qui tendent à espérer une guérison, ce qui est le cas de la chirurgie, soit on continuait sur ce qui venait d'être évoqué vis-à-vis des alternatives qui peuvent être une aide très significative à la situation, mais qui n'ont pas tout à fait la même vocation, comme c'était le cas du régime cétogène. Donc, je vous laisse. Mais je pense que la chirurgie, je pense qu'on peut aborder le problème. D'abord parce que je me suis planté un peu avec ma... Donc je voudrais qu'elle puisse témoigner après. Mais c'est un sujet qui est très souvent évoqué aussi et qu'on évoque parfois aussi comme une solution miracle. Ou au contraire une solution qu'on veut absolument éviter. Donc si vous pouvez faire un point là-dessus, ça intéresserait, je pense, tout le monde. Je vais donner ma vision d'épileptologue et puis je laisserai compléter par la vision sans doute plus réaliste des neurochirurgiens. Comment ? Ils sont toujours pragmatiques. Oui. Donc, la chirurgie, oui, il y a certains patients qui peuvent bénéficier d'une chirurgie de l'épilepsie. Parlez bien. Et l'objectif d'une chirurgie de l'épilepsie est... En tout cas, chez l'adulte, on pourrait après discuter de certaines situations vraiment très 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 spécifiques en épileptologie pédiatrique où mon propos est serait un tout petit peu différent. Mais en tout cas, chez l'adulte, lorsqu'on se pose la question d'aller opérer un patient, notre objectif principal, c'est de supprimer les crises. Pas nécessairement de supprimer le traitement. Je pense qu'on pourra moduler un tout petit peu le propos sur cet aspect-là, mais en tout cas d'espérer faire qu'on passe de plusieurs crises à pas de crise. Alors, ce n'est pas du tout une solution, une situation miracle. Ça peut être miraculeux pour les patients qui, au final, en bénéficient. Mais à l'échelle du nombre de patients qui souffrent d'une épilepsie pharmacorésistante, malheureusement, les patients pour lesquels il y a une éligibilité à la chirurgie de l'épilepsie reste finalement assez faible. Et le nombre de patients qui sont réellement guéris après chirurgie de l'épilepsie est également finalement plus faible. Donc, à l'échelle de la population, ce n'est pas un miracle. À l'échelle individuelle, oui. Si vous êtes effectivement guéri, vous pourrez témoigner que c'est vraiment un changement total de vie, ce qui implique qu'il faille y penser quand même régulièrement. Alors, pour pouvoir opérer d'une épilepsie, il y a quand même beaucoup de prérequis. Le premier, c'est qu'on ne se pose la question que dans une situation de pharmacorésistance. Et comme l'a dit, je crois que c'était Stéphane, la pharmacorésistance, elle est actuellement bien définie. C'est des patients qui... présente toujours des crises malgré l'utilisation bien conduite de au moins 2 médicaments antiépileptiques. Alors la Ligue internationale a proposé cette définition pour qu'elle soit très opératoire et qu'elle laisse surtout beaucoup de latitude ensuite sur ce que l'on estime être réellement de la pharmacorésistance. C'est-à-dire que de ma vision d'épileptologue qui peut être amené à proposer un bilan préchirurgical, je n'ai jamais d'a priori sur ce que pourrait être le nombre nécessaire de crises pour qu'on puisse envisager un bilan préchirurgical. En d'autres termes, il y a des patients qui font 5 crises par jour, mais qui n'auraient pas forcément envie d'aller vers un bilan préchirurgical parce qu'ils en estiment que ça leur fait peur ou que l'impact au quotidien de leur épilepsie n'est au final pas si important que ça par rapport à ce qu'ils envisagent de la chirurgie. Et puis un patient qui fait une crise tous les 2 mois, qui l'empêche de mener son projet professionnel, qui l'empêche de conduire, et pour qui finalement le handicap reste très important. Donc quand on parle de pharmacorésistance, pour envisager un bilan préchirurgical, c'est vraiment quelque chose de factuel. Est-ce que les médicaments permettent qu'il n'y ait plus aucune crise ou pas? Et puis ensuite, après, on discute du handicap que ça peut représenter. Et donc, parti de ce principe, pour opérer une épilepsie, on ne peut envisager d'opérer qu'une épilepsie qu'à la condition qu'on ait une hypothèse relativement bonne de la région du cerveau dans laquelle naissent les crises, ce qui implique que dans toutes les épilepsies, on ne puisse opérer que des épilepsies focales. Tout à l'heure,
Et le temps paraît long, mais... dans le temps, ouais. En début d'après-midi, il y a eu pas mal de questions, pas mal de situations évoquées. Et au final, sur le nombre de situations évoquées, il y avait beaucoup de syndromes épileptiques qui ne rentraient absolument pas dans le cadre d'une chirurgie de l'épilepsie parce qu'on est dans des épilepsies plus ou moins, qui impliquent plus ou moins l'ensemble des régions corticales au moment où les crises débutent et où on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc on ne peut opérer que des épilepsies qui ont un début très focalisé dans une région du cerveau, à la condition que l'on ait une bonne hypothèse sur cette région-là, qu'elle ne soit donc pas trop volumineuse et qu'elle ne soit pas superposée à une région qui soit par ailleurs indispensable à une fonction de base, la mémoire, le langage, la motricité, etc. Et donc, quand on se pose cette question, quand un patient ou une patiente qui souffre d'une épilepsie pharmacorésistante, focale, et qu'on se dit peut-être que la chirurgie pourrait être une solution, eh ben, il y a toute une série d'examens qui ont lieu d'être réalisés et qui ont tous vocation de répondre à ces deux questions. 1, est-ce que l'on sait d'où partent les crises ? 2, est-ce que si on enlève cette région-là, quelle est la probabilité que le patient soit réellement libre de crise et quels sont les risques que ça soit réellement le cas ? Et donc ce bilan, ça comprend une imagerie, parce que c'est plus simple quand on voit une lésion, une petite lésion focale, une malformation, une cicatrice, je ne sais pas moi, d'un traumatisme crânien. Ça comprend d'autres investigations d'imagerie, et puis ça comprend aussi ce qui était évoqué tout à l'heure, d'enregistrer des crises dans un service où on peut filmer et enregistrer l'électroencéphalogramme en même temps pendant plusieurs jours. Et ce qui représente pour nous vraiment le socle de notre réflexion, parce que c'est en voyant les crises, même si les patients et les témoins nous les décrivent bien, on a besoin de les voir pour se faire une idée de là où la région du cerveau qui est à l'origine de tout cela. À la fin, on a plusieurs situations et globalement, à l'heure actuelle en France, on opère, je pense, autour de 300 patients. Je ne pense pas qu'on en opère beaucoup plus. Ça vous situe quand même, du coup, quand vous prenez... à 0,8% de la population qui souffre d'épilepsie, un tiers de ces patients qui souffrent d'épilepsie pharmacorésistante et au final 300 patients qu'on est en capacité d'opérer. C'est pour ça que je vous disais que ça représentait relativement peu. Sur ces 300 patients qu'on opère, le pronostic global du nombre de patients qui seront libres de crise, encore une fois avec un médicament, on va le dire qu'en moyenne, il est autour de 60%. C'est-à-dire que des épilepsies que l'on va opérer avec un bon pronostic, on va présenter aux patients les chances de succès entre 70 et 80. Et à titre personnel, je n'envisage jamais que mon pronostic post-opératoire il soit au-delà de 80%. Parce que je suis presque aussi pessimiste qu'un neurochirurgien. et par ailleurs, on ne propose jamais une chirurgie, en tout cas chez l'adulte et à visée de curative, si on s'estime que les chances de succès sont de moins de 50%. Et puis après, il y a différents éléments qui vont nous permettre de flotter entre ces deux situations, entre 50 et 80%. Mais j'insiste, ces chiffres, c'est avec médicaments. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la chirurgie de l'épilepsie comme un moyen d'arrêter les médicaments. C'est un moyen d'arrêter les crises, mais des fois, on est quand même obligé de garder les médicaments, même chez des patients qui vont bien. On les diminue, on essaye de tendre vers un seul médicament à la dose minimale efficace, et puis des fois, on peut les arrêter au bout de plusieurs années. Mais c'est vraiment pas, on est opéré, puis 2 semaines après, on n'a plus de médicaments. Donc c'est vraiment des objectifs qu'il faut savoir garder en tête, sinon on risque d'être déçu. Oui. Neurochirurgien, un avis là-dessus ? Allez-y. Bonjour. Donc effectivement, Bertrand Maton, donc je suis neurochirurgien à la Pitié-Salpêtrière à Paris, donc je travaille avec Vincent Navarro, on travaille au sein de la même équipe. Et effectivement, je suis plus spécialisé en chirurgie de l'épilepsie. Déjà, je suis très content d'être là et je vous remercie de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. La première chose, je vais m'appuyer sur ce qu'a dit Stéphane Auvin lors de la table ronde précédente, c'est que de même qu'il est inconcevable à l'heure actuelle de faire de l'épileptologie tout seul dans son cabinet, c'est encore plus vrai pour la chirurgie de l'épilepsie. Il n'y a pas de neurochirurgien en ville qui fasse ce genre d'intervention. Et il faut savoir que les équipes de chirurgie de l'épilepsie sont de toute façon affiliées à des équipes d'épileptologie médicale, à des neurologues, et que finalement on est une petite poignée en France à avoir des équipes structurées comme cela. Il y a Lyon qui est représenté par le professeur Reims ici,
Donc si vous voulez, déjà ce sont des centres qui sont assez référents sur la prise en charge donc de ces épilepsies pharmacorésistantes qui deviennent chirurgicales. La deuxième chose, c'est que effectivement, la chirurgie de l'épilepsie, on vient d'en parler, on vient de vous dire les critères d'éligibilité, hein, quels sont les bons candidats, comme on appelle, à une chirurgie de l'épilepsie, et ça représente finalement une petite minorité de patients épileptiques. Et pour être en accord avec Sylvain Rhin, je vous dirais qu'effectivement, alors l'intervention, il ne faut pas la dramatiser, hein, au contraire. On a dit tout à l'heure que le but de la chirurgie de l'épilepsie, c'était de stopper les crises. Là, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, le but de la chirurgie de l'épilepsie, qui est de la chirurgie fonctionnelle, c'est d'améliorer la qualité de vie du patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, un patient qui est épileptique et qui crise, notre but, c'est d'arrêter les crises. Mais à quel prix? Sans engendrer un déficit neurologique, cognitif ou psychiatrique dans les suites. Et c'est pour ça que le travail en équipe est extrêmement important. Ce n'est pas un chirurgien qui va opérer tout seul une épilepsie en retirant le bout de cerveau épileptique. C'est aussi une prise en charge globale avec des psychiatres, des neuropsychologues, évidemment des neurologues. On travaille aussi depuis maintenant 2 ans avec une psychomotricienne et ça aide beaucoup dans la prise en charge. On veut a priori être sûr, ou du moins tendre à être sûr que lorsqu'on va opérer un patient, on ne va pas aggraver trop la mémoire, aggraver une dépression sous-jacente et a fortiori, mais ça c'est vraiment notre travail de technicien, de chirurgien, engendrer un déficit sur le langage, sur la motricité ou des choses comme ça. Parce que, évidemment, un patient qui est épileptique, si vous guérissez son épilepsie, mais qu'il devient complètement amnésique, que vous lui ôtez toute mémoire ou qu'il devient hémiplégique, il ne va pas vous dire merci après l'intervention. Ça, clairement pas. Il ne saura même pas qu'il a été opéré. Exactement. Donc, on envisage vraiment la chirurgie de l'épilepsie comme une chirurgie dite fonctionnelle. C'est bien différent pour nous que, par exemple, hein, c'est un exemple banal, la chirurgie des tumeurs cérébrales, où si vous voulez, vous avez une tumeur au cerveau, c'est un cancer, on va essayer de l'enlever à n'importe quel prix. Là, c'est bien différent. Notre prise en charge doit limiter le risque de complications de la chirurgie. Et finalement, ces équipes qui sont particulièrement entraînées à cette chirurgie, eh bien, comme nous, font tout pour limiter ces complications. Et dans la grande majorité des cas, ça se passe très bien, hein, puisque vraiment le taux de complications de cette chirurgie, quelle que soit la localisation finalement opérée, est faible. Alors peut-être qu'on parlera d'un second temps de la stimulation du nerf vague, hein, qui est aussi une intervention que nous, neurochirurgiens, pratiquons dans un contexte d'épilepsie qui n'a pas de possibilité curatrice, comme on dit. Mais voilà, hein, donc finalement, ce sont des chirurgies qui sont très bien maîtrisées au niveau technique, avec des risques neurologiques qui sont normalement mineurs. Et après, pour vous dire effectivement le taux de réussite, je suis tout à fait d'accord que la prudence prévaut et qu'il ne faut jamais être trop optimiste, même si on a de très bons exemples parfois, comme Madame Lebazer qui va témoigner, je pense, maintenant.